Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir un passionné, en effet passionné par ses activités, ses implications entre autres dans de nobles causes. Donc, nous sommes avec Patrick Busquet, donc journaliste, même un grand journaliste, vu le nombre de journaux auxquels il a collaboré. Donc Patrick Busquet, bonjour. On va donc parler de votre carrière, mais également de votre participation à diverses causes, notamment le développement en Afrique. Donc tout d'abord, on voudrait savoir ce qui vous a permis de devenir un grand journaliste au fil du temps, puisque passé par plein de groupes de presse, Sud-Ouest, Radio France, Le Monde, Reuters, pour citer que, et donc acquis une grande expérience. Merci de me recevoir d'abord, de me donner la parole. Qu'est-ce qui m'a permis d'être journaliste ? Bon, une envie un peu mystérieuse de l'être dès un jeune âge. Alors ça, je ne me l'explique pas très bien, mais il faudrait sans doute trouver les raisons peut-être dans l'affiliation dont je suis le produit. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé la parole, le sujet, les messages, etc. En tout cas, j'avais envie de le faire. Et puis ensuite, ce sont des circonstances complexes, multiples, d'être né peut-être dans un tout petit village et dans une condition sociale très pauvre qui m'a peut-être donné envie de sortir de ça et de voir le monde. J'en sais rien. D'avoir des parents exceptionnels aussi qui ont investi beaucoup dans notre éducation. Bon, plein de choses comme ça. Et puis ensuite, à compter du moment où j'ai commencé à rentrer dans ce métier, oui, comme on ne fait jamais les choses tout seul, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup enseigné. Et puis aussi, comme j'ai un certain goût pour les chemins de traverse et l'esprit de contrebande, j'ai su aussi m'extraire de ce que vous appelez les grands groupes de presse à certains moments pour faire mon chemin moi-même. Quand je dis mon chemin moi-même, c'est pas seulement par moi-même, parce qu'on ne fait jamais les choses tout seul. Voilà, plein de choses comme ça. Et justement, pour rebondir là-dessus, quelle a été la bascule ? Vous avez pris un autre cheminement en vous familiarisant puis intégrant le monde de l'entreprise, vu que vous êtes devenu chef. Comment s'est effectué ce passage ? Je dois préciser que je ne suis pas un entrepreneur. Je suis plus un entreprenant que l'entrepreneur. Je veux dire par là qu'il y a une catégorie de gens, je n'en fais pas partie, pour lesquels l'entreprise est une finalité, qui adorent ça, qui font une entreprise aujourd'hui des petits pois, demain une entreprise de service, voilà, qui sont animés par ça. Je n'ai pas plus à dire que ça, ils sont tout à fait respectables. Ça, ce sont de vrais entrepreneurs. Moi, je ne suis pas de ces entrepreneurs-là. Je suis quelqu'un qui, à un moment donné, a eu recours à la création d'entreprises pour donner corps à des projets que je portais ou que nous portions, parce que nous étions souvent en équipe. Et donc, l'entreprise, pour moi, c'est un outil et c'est un moyen. Et d'ailleurs, je dis ça respectueusement, parce que l'entreprise aussi, c'est une façon de faire commun, comme on dit aujourd'hui, de faire du collectif, de travailler ensemble, et que cette entreprise ait une forme juridique de profit ou de non-profit, que ce soit une entreprise, une association, que ce soit une ONG ou que ce soit un groupe international, c'est la même chose. C'est une entreprise qui peut varier selon sa raison et ses objectifs, mais c'est toujours la capacité d'un groupe de personnes à s'agréger pour développer un projet, pour suivre un objectif, une finalité, une ambition. Donc vous êtes passé de simple journaliste du journal Sud-Ouest au statut de président de l'entreprise Busquet Conseil, donc basé sur la réalisation de prestations, de formations et de services à destination des professionnels et particuliers, donc dans les domaines notamment du bien-être et de la communication. Donc qu'est-ce qui a permis de monter en grade, c'est-à-dire passer d'une fonction lambda de journaliste à l'importante fonction de chef d'entreprise? Bon, ça c'est un peu, comment je vais dire, c'est le relief d'une trajectoire personnelle. Vous avez des gens par exemple qui font carrière dans un couloir de compétences, de savoir-faire, avec leur propre ambition, et là, ils développent une trajectoire qui les fait progresser d'ordinaire et aller de plus en plus vers des postes décisionnaires ou des postes de responsabilité.
c'est pas trop ma trajectoire. Ma trajectoire, elle est plutôt faite d'expériences, voilà, qui m'ont permis d'acquérir des savoir-faire, de la connaissance. Et moi, je suis plutôt dans la famille des gens qui ont une autorité fondée sur leurs compétences beaucoup plus que sur le pouvoir que donnent des titres, des fonctions. Ceci dit, j'ai assumé à certains moments, et j'assume toujours, des titres et des fonctions, et donc des responsabilités, mais c'est plutôt dans un esprit de collégialité, dans une forme de management plus fondée sur la capacité à être catalyseur de plusieurs compétences, de plusieurs énergies avec moi, ou dans lesquelles je m'insère, que une autorité de pouvoir, parce qu'à un moment donné, on m'aurait placé à tel poste ou à tel autre. Voilà. Donc, revenons-en au journalisme. C'est par là que vous avez commencé. Était-ce par choix ou si vous aviez pu, vous seriez plutôt dirigé dans le domaine de l'humanitaire, étant donné vos implications en Afrique, par exemple pour aider à l'installation d'entreprises? Bon, alors, non, je suis un journaliste. Je dis ça sans honte ni fierté, mais c'est une façon de dire je ne suis pas un humanitaire. Voilà. J'ai du respect pour les humanitaires, du moins pour les humanitaires vrais, c'est-à-dire ceux qui apportent une vraie prestation et non pas les humanitaires qui s'insèrent dans des organisations qui vivent dans l'économie de la pauvreté ou de l'économie de la guerre, quoi. Enfin, ce serait un long débat, mais c'est pas le sujet de votre question. Je suis un journaliste. Moi, je m'insère dans des flux du réel, des flux de la société telle qu'elle est. Et j'y interviens bien entendu, avec mon regard, ma vision, et aussi avec mes compétences et avec les compétences d'autres personnes qui sont avec moi, voilà, pour tenter de façonner ce réel. Mais je ne suis pas dans un esprit de réparation, voilà ce que je veux dire. Et donc, je suis à ma place de journaliste, et mes modes opératoires, c'est la parole, c'est effectivement le conseil, c'est la formation, c'est la conversation, voilà, et c'est la fabrication de contenus qui, je l'espère, sont de qualité pour servir au plus grand nombre. Ainsi, on observe tout de même que vous avez pu vous consacrer à ces deux domaines. Est-ce facile d'en même temps toujours travailler dans le secteur médiatique? Vous présidez Information pour le monde suivant, association qui promeut l'information utile, apportant des réponses évaluées aux crises de l'époque et répondant aux enjeux collectifs. Et également d'œuvrer au développement, notamment avec le programme Afrique Active, qui a pour but de soutenir la création d'entreprises par la jeunesse africaine. Alors, Afrique Active est un programme qu'effectivement j'ai conçu à une époque, il y a quelques années, quand j'étais dans une organisation suisse pour laquelle j'intervenais en Afrique, dans les médias, mais c'est un programme qui n'a pas eu de suite. Donc je ne dirais même pas qu'il est un échec. Disons que c'est un programme qui est resté inabouti parce que j'ai quitté cette organisation, et derrière, cette organisation n'a pas jugé utile de le prolonger, ce qui est tout à fait son choix. Qu'est-ce que c'était Afrique Active? Afrique Active, c'était une proposition pour accompagner la création d'entreprises des jeunes Africains, de la jeunesse africaine. Vous savez que la jeunesse africaine, qui est une jeunesse pleine de vitalité, de qualité et de compétences, évolue dans un contexte qui est parfois un peu compliqué, et où les pistes d'avenir qui s'offrent à elle, c'est soit l'économie informelle, qui constitue la majorité de l'économie, pas simplement en Afrique, mais bon, l'économie informelle, c'est surtout la survie. On ne peut pas parler de vrai développement. Je fais juste un petit commentaire en disant que l'économie informelle progresse aussi chez nous. Soit c'est l'économie des pouvoirs en place, des pouvoirs politiques ou des groupes internationaux, et ça développe beaucoup de dépendance, pour ne pas dire aussi souvent des phénomènes de corruption. Et l'autre piste qui est encore, j'espère que la jeunesse africaine ira vers ça, c'est la capacité à créer des activités autonomes,
qui correspondent au réel de ces sociétés-là et par lesquelles les jeunes gens et les jeunes filles qui le feront pourront prendre en main leur propre avenir. Alors ça, c'était pour Afrique Active. Alors effectivement, je préside aujourd'hui une association qui est une association reconnue d'intérêt général et qui s'appelle Information pour le monde suivant. C'est une association qui porte une forte ambition puisqu'il s'agit de faire émerger un type d'information qui fournissent des clés d'action réelles, concrètes, précises, éprouvées, évaluées sur la durée et qui soit une forme d'information prête pour action. Et pour quelle action? Pour répondre aux enjeux qui conditionnent l'avenir des générations montantes aujourd'hui. Et là, il y a particulièrement 4 enjeux qui sont la paix, l'éducation, l'environnement et la santé. Dans ces 4 enjeux, il y a à peu près tous les besoins qui vont assurer l'existence demain et particulièrement l'existence de celles et de ceux qui entrent dans la vie aujourd'hui ou qui sont très très jeunes, qui ont entre 10 et 15 ans. Voilà, c'est ce que nous appelons, nous, avec Information pour le monde suivant, l'information utile d'intérêt collectif. Et donc nous travaillons à l'émergence de cette information, de ce type d'information, qui viendra enrichir les productions d'informations, d'où qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles viennent des citoyens ou des ONG ou des médias ou des entreprises ou des collectivités. Et nous initions un mouvement citoyen qui va réfléchir à la création d'une signalétique spécifique pour baliser cette information parmi les flux de contenu aujourd'hui. Et par ailleurs, comment faites-vous pour passer le restant? On constate aussi que vous êtes écrivain. En effet, vous avez écrit des livres ayant pour thème l'information. Faites-vous pour passer le restant? On constate aussi que vous êtes écrivain. En effet, vous avez écrit des livres ayant pour thème l'information. Ben oui, je fais ça. Alors, je ne suis pas non plus un vrai écrivain, parce qu'un vrai écrivain, dit-on, c'est quelqu'un qui tous les jours se met à sa table et écrit. Moi, j'écris pas tous les jours. J'écris en 2 occasions, soit quand il pleut dans ma tête des phrases et donc il faut que j'écrive. Ça, c'est plutôt pour une partie fictionnelle ou de créativité. Et l'autre manière que j'ai d'écrire, c'est quand une étape de ma vie me porte à suffisamment de plénitude ou d'expérience pour que j'estime utile de partager l'enseignement que je peux en tirer ou que les rencontres, que les expériences m'ont permises. Et c'est le cas du dernier livre que j'ai écrit, Nos paroles façonnent le réel. Et donc, dans votre dernier livre, intitulé donc, Nos paroles façonnent le réel, il est question de la libération de ce poids des médias de masse, de leur tonne d'actualité souvent négative d'ailleurs. Quel est votre objectif, par exemple, faire passer un message? Oui, bien sûr, faire passer un message et puis aussi faire passer des modalités d'action. Moi, j'appartiens à une génération qui a vécu toujours dans des approches de masse. Sur le plan politique, par exemple, on pensait que les masses peuvent changer le monde. C'était surtout une approche marxiste. Bon, voilà, j'ai été sensibilisé un petit peu à ça et je ne renie pas d'ailleurs cette époque-là. Et puis ensuite, sur le plan de notre société, c'est la consommation de masse, c'est le tourisme de masse, ce sont les productions de masse, etc., etc. Tout est masse. Et sur le terrain médiatique, il y a un peu le même phénomène, puisqu'aujourd'hui, on est grandement sous l'emprise de médias qui sont des médias de masse et qui évaluent leur existence, leur réalité en termes d'audience, plus d'audience, de part de marché ou ceci, cela. Voilà. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, il me semble que cette massification de nos approches et de nos regards a inoculé en nous quelques virus qui sont très très dangereux, comme les idéologies. Il y a les idéologies politiques, mais il n'y a pas que les idéologies politiques. La tyrannie des désirs, voilà, sans cesse alimentée, ou la tyrannie des idées générales. Les idées générales sont très assassines. Et avec aujourd'hui ces éléments-là combinés à la vitesse de transmission des outils de communication, et particulièrement des outils de communication que nous avons tous aujourd'hui dans nos poches et qui nous permettent de fabriquer des contenus et de les diffuser extrêmement vite, eh bien ça génère de la superficialité
de la fugacité, etc. Et on on a l'impression parfois qu'un sujet est mis à l'antenne ou porté en connaissance juste pour passer à un autre. Et donc, c'est comme ça que l'on arrive à produire de la parole de surface qui nous étouffe au lieu de nous éclairer et de nous libérer. Voilà. Et c'est un petit peu en m'appuyant sur des rencontres de personnes éminemment respectables que j'ai eu la chance de rencontrer, que je me suis rendu compte que de l'impact de la parole que nous avons, que nous soyons journalistes ou écrivains, romanciers ou scénaristes ou simples citoyens, et que donc il nous faudrait peut-être, si nous le souhaitons, pour profiler le monde différemment de la forme qu'il a aujourd'hui, commencer par modifier notre façon de parler. Alors, que proposez-vous pour lutter contre ce fléau médiatique, Patrick ? Je vous disais, que proposez-vous justement pour lutter contre ce fléau médiatique, contre toute cette masse médiatique qui finalement diffuse de la superficialité ? Bon, alors, je vais répondre, avant de répondre, je ne dissocie pas les médias des gens qui les regardent. Je veux dire par là que tout ce dont nous parlons et parfois que nous critiquons à raison est quelque chose qui nous concerne puisque les productions médiatiques n'existent que parce qu'elles rencontrent des audiences. Voilà. À compter du moment où elles ne rencontreraient pas d'audience, elles infléchiraient très très sensiblement leur propre production. Ça renvoie à la responsabilité des citoyens que nous sommes. Alors, pour changer, pour modifier ça, il faut partir d'un constat. Nous orchestrons nos vies par de la parole qui est presque toujours de la parole événementielle. C'est enraciné au fond de nous. La parole événementielle, c'est comment vas-tu ? Oh, ben hier j'ai eu le moteur de ma voiture est cassé, ou la femme d'à côté et son mari se sont disputés, etc., etc. Et cette traduction industrielle sur le terrain médiatique se prend forme dans une forme d'actualité qui est aussi une actualité événementielle. Or, les événements nous maintiennent dans un surfing de la réalité. Et cette course à l'événement finit par conditionner notre propre regard et même notre propre lecture de nos propres réalités. Et donc, tant qu'il s'agit pour nous d'élargir ce champ de regard et de ne pas simplement nous contenter de vie événementielle, mais de commencer à construire des vies qui soient, permettez-moi le mot, avénementielles. C'est-à-dire d'avoir des regards qui, au lieu de donner la majesté de la vie à des événements souvent catastrophiques, souvent négatifs, mais qui sont très souvent éphémères et qui disparaissent et qui marquent la fin de cycle, donnent la priorité à des phénomènes plus profonds, des courants plus profonds, qui eux sont porteurs de la vie et vont configurer notre propre futur. Et donc, sur le terrain de l'information, ce que je propose, c'est d'avoir une structure de la parole qui ne se fasse plus autour des seules 5 questions du journalisme événementiel, ou qui, quand, quoi, comment, pourquoi, mais qui intègre 12 paramètres que je donne dans le livre, et ces 12 paramètres sont constitutifs d'une parole qui nous oblige à déplacer notre regard sur nos propres existences et à formuler donc le réel différemment. Donc ces 12 paramètres, ils sont en 4 couches. C'est d'abord une parole ou une information, si vous préférez, qui soit capable de donner le contexte, l'enjeu et les besoins. Deuxièmement, qui soit capable de donner les réponses à ce contexte, à cet enjeu, à ce besoin, leur méthode et les objectifs.
Troisièmement, qu'il soit capable de donner les acteurs, les partenaires et les financements, c'est quelque chose de très important. Et la quatrième couche, qu'il soit capable d'en donner les résultats, l'impact, c'est-à-dire la transformation, l'effet sur le milieu, et le contact direct avec les acteurs pour activer une transformation plus globale. Pour en revenir à votre formation de journaliste, on voit que vous avez travaillé pour pas mal de groupes, donc Radio France, Le Monde, Reuters, RNE, Défi, Future Press, Décision Durable. Lequel avez-vous le mieux apprécié et aimé ? Bon, chacun, c'est des étapes de ma vie. Hein. Certains, je les ai plus en sympathie que d'autres, mais moi j'ai bien aimé la période de la revue Défi, qui était une revue éditée par le Terre des Hommes France, il y a déjà longtemps, plus de 30 ans, parce que c'est une période où j'ai voyagé dans le monde et où j'ai rencontré des situations du monde qui m'ont interpellé, et où j'ai peut-être eu le sentiment d'être un peu utile aux situations en les reportant, en les décrivant du mieux que je pouvais faire. J'ai bien aimé aussi la période de reporter d'espoir, dont j'ai été le directeur général pendant 5 ans, parce que j'y ai structuré ce qui a été la première forme de traitement de journalisme de solution, l'info-solution, et que nous avons initié là, il y a déjà une douzaine, quinzaine d'années, des partenariats. On a notamment créé le Libé des solutions avec Didier Pourquerie à l'époque. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi l'époque de Futuring Press, qui était une agence de presse que j'ai créée et qui explorait le futur, qui explorait les thèmes qui aujourd'hui sont un petit peu rentrés dans la norme de nos sociétés, les formes de recherche collaborative, scientifique, d'économie participative, etc., ou circulaire. Voilà. Bon, mais voilà, ce sont quelques exemples, mais... Et au final, y a-t-il quelque chose où vous êtes le plus fier ? Par exemple, êtes-vous plus satisfait de pouvoir aider, contribuer au développement en Afrique, ou préférez-vous participer au développement d'idées avec votre travail d'écrivain notamment ? Bon, j'espère que tout ça est utile. Moi, j'ai une sensibilité particulière pour les amis africains, parce que l'histoire professionnelle, mon histoire professionnelle m'a conduit vers ces pays-là, et puis que j'y ai retrouvé, j'y étais naturellement en dialogue, en conversation et en sympathie avec des gens qu'il me semblait bien connaître, quoi. Je veux dire par là ceux qui naissent dans des conditions sociales défavorisées. Je viens de là, donc j'ai les codes de ces classes-là, et donc je me suis trouvé en réelle sympathie et en réelle humanité avec ces parties-là. Donc j'y retourne souvent pour des missions d'accompagnement, et avec toujours grand plaisir. Ensuite, est-ce que dans le combat des idées, tout ça, oui, j'espère que les idées que je partage avec certains et certaines, je contribuerai à ma place à les faire croître et se développer. De quoi je suis fier ? Écoutez, je ne sais pas de beaucoup de choses, je suis fier de beaucoup de choses, mais c'est une fierté modeste tout de même. Il y a quelque chose dont je suis fier. Vous voyez, ma mère est encore vivante, et ma mère m'a dit un jour que j'avais une belle vie. Eh bien, je suis fier de ça. Je suis fier parce que c'est un cadeau que je fais à mes parents, qui le méritent bien. Voilà, donc je suis fier de ça, mais au final, qui s'approche, on verra si le résultat mérite fierté. Alors, moi, je vous ai quelques questions à vous poser. Dans votre dernier livre intitulé Nos paroles façonnent le réel, comment vous est venue cette envie d'écrire justement ? Alors, est-ce que c'est un roman ? Comment pourrions-nous définir justement votre dernier ouvrage ? Bon, c'est un essai, c'est plutôt un essai qui est construit en tableau, c'est-à-dire chaque tableau c'est une rencontre qui
qui a révélé pour moi une dimension de l'information et du partage de contenu que l'on a tous. Voilà. Et donc, en m'appuyant sur ces tableaux qui restituent ces expériences-là que j'ai eues, et encore, je le dis grâce à des personnes exceptionnelles que j'ai pu rencontrer, eh bien, ça m'a permis de construire la façon dont je pensais mon métier et dont je pratiquais mon métier, et la façon dont il me semble que nous devrions de plus en plus fabriquer ces métiers de parole. Voilà. Je veux dire par là, ça m'a amené à penser définitivement deux choses. C'est que ces métiers de parole, que ce soit les métiers de l'information ou les métiers de la création artistique, par exemple, sont des métiers de service. Et quand je dis des métiers de service, ce sont des métiers de service aux autres, aux populations, pour moi. C'est en tout cas l'option que j'ai définitivement choisie. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des métiers qui ont une incidence collective et qui donc ne peuvent pas se départir, se séparer de leur responsabilité globale, sociale, qui font, puisque ce sont des métiers qui fonctionnent de manière fondue à la matière des sociétés humaines. Alors, est-ce que vous avez justement ces tableaux au voyage que vous avez fait au cours de votre vie? Est-ce que les voyages vous ont permis justement aujourd'hui de mettre en pratique justement cet ouvrage avec nos paroles façon le réel? Est-ce que l'un, finalement, est-ce que les deux parties de votre vie qui sont importantes, est-ce que vous avez associé justement ces tableaux et vos voyages? Oui, bien sûr. D'abord, les voyages, c'est beaucoup de chance. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément de chance parce que ça permet de rencontrer des gens. Moi, pour moi, le voyage, c'est pas regarder des paysages. C'est très bien de regarder les paysages, je le fais aussi et j'aime bien cette beauté-là. Le voyage, c'est surtout les humains. Voilà, les populations et les humains et les rencontres. Donc, c'est ça qui m'a permis de révéler petit à petit et de faire émerger en moi ce que j'essaye d'expliquer en quelques mots. Ensuite, ce que je préconise dans le livre, j'ai à plusieurs reprises tenté l'application avec plus ou moins de succès. Mais aujourd'hui, par exemple, je reviens régulièrement en République démocratique du Congo, où j'ai contribué à la création d'une agence éditoriale qui s'appelle Kandindi. Et cette agence éditoriale Kandindi développe un programme avec un financement de la coopération suédoise et en partenariat avec une organisation nord-américaine qui s'appelle Internews. Et c'est un programme de sensibilité, de renforcement de l'indépendance de l'information des radios rurales en République démocratique du Congo. Et donc, nous avons mis en place un modèle éditorial qui s'inspire de ce que nous partageons en ce moment et qui est un triptyque qui répond à 3 missions complémentaires. La première, la sensibilisation. Et donc, c'est une œuvre de création, c'est un feuilleton radiophonique qui aborde dans ses épisodes des sujets comme la gouvernance, la corruption, les viols, les groupes armés, les violences urbaines, etc. etc. En écho à chaque épisode qui est diffusé, en écho, il y a un magazine qui s'appelle Agir ensemble et qui, lui, est dans le réel. Et ce magazine a notamment 2 reportages, l'un pour dire les situations, par exemple, d'insécurité ou de viol telles qu'elles se trouvent, et la deuxième série de reportages, c'est aller chercher des réponses pour faire en sorte que ces situations ne soient plus comme ça. Et ce qui ressort de ces reportages est éclairé par des voix d'autorité ou des voix d'experts. Et la troisième pièce du triptyque éditorial, là, c'est une émission qui s'appelle Feedback, c'est-à-dire c'est une antenne ouverte pratiquée par 40 radios rurales pour lesquelles travaille ce programme. Et ces émissions Feedback sont des émissions de recueil de parole des populations et surtout de recueil d'expériences que les populations vont faire ou font
à partir de la sensibilisation du feuilleton, à partir de ce qui est dit dans le magazine Agir ensemble et les initiatives qui apportent réponse. Je n'emploie pas le terme de solution, mais qui apportent réponse, voilà, et à ces problématiques, et qui vont dire que ça a été fait de telle manière, de telle autre, etc., etc. Et les radios repassent ensuite derrière, 6 mois après ou 1 an après, pour savoir si ces expériences citoyennes qui ont été mises en place durent toujours, ou si elles ont été modifiées, comment, etc. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que le recueil, ou est-ce que c'est aussi des sauvegardes des traditions à travers les différents outils que vous mettez en place? Ou est-ce que c'est aussi des sauvegardes des traditions à travers les différents outils que vous mettez en place? Je n'ai pas bien compris, excusez-moi. Alors, est-ce que vous parlez de recueil d'expérience à travers vos critiques? Et est-ce que c'est aussi une façon de sauvegarder les traditions? Ben, c'est-à-dire, vous savez, souvent dans les productions médiatiques, on confond le résultat et l'impact. Et donc, alors qu'on ne devrait pas, mais souvent on qualifie d'impact un certain nombre de cases que l'on coche, qui sont des données, et que l'on considère être une mesure d'impact. Par exemple, on va dire, voilà, on a fait parler tant de personnes de telle minorité culturelle ou de telle minorité de genre, etc., etc. Là, il s'agit d'avoir une approche éditoriale qui permet de conduire vers des actions en rapport avec des problématiques ou des enjeux, mais d'évaluer si les actions qui sont issues de la sensibilisation médiatique ou de l'information médiatique sont devenues pérennes et si elles ont effectivement résolu les questions qui ont été abordées. Sinon, on reste toujours dans un récit médiatique. Je ne dis pas qu'il est nocif, je ne dis pas qu'il est négatif, je dis simplement qu'il ne sert pas toutefois à ce que l'on pense qu'il sert. Et donc, prolonger l'action médiatique jusqu'à l'action et suivre par le geste médiatique le déroulé de l'action qui en est née est quelque chose qui pour nous est précieux et à laquelle nous nous employons pour justement mesurer ça, stocker ça, le mettre à disposition d'ailleurs, et puis être capable de le restituer, que ce soit aux partenaires du programme, mais aussi demain aux partenaires médiatiques, pour démontrer que l'intervention médiatique est une action, et que c'est une action de terrain, et que c'est une action sociale. Et ça n'est pas simplement une action de récit, le récit étant par ailleurs nécessaire. Alors, est-ce qu'on retrouve votre livre intitulé Nos paroles réelles, vos travaux que vous avez effectués? Est-ce qu'il y a un lien entre les travaux que vous faites et votre livre, ou c'est vraiment deux choses qui sont réellement bien éloignées différentes? Non, ce livre est inspiré des travaux que j'ai réalisés. Certains avaient succès, d'autres avec moins de succès. Par exemple, vous citiez Afrique Active. Bon, Afrique Active, c'est quelque chose qui n'a pas eu le succès, qui n'a pas été réalisé pleinement. Mais ça reste une expérience à partir de laquelle on peut construire. Mais je me suis appuyé sur des choses dans lesquelles j'étais impliqué, soit que je les ai initiées, soit que j'étais dans les acteurs qui les développaient ou qui tentaient de les développer. C'est un livre fait de réel. Pas que, mais fait de réel. Comment s'est passée cette collaboration avec votre maison d'édition? Moi j'ai beaucoup aimé parce que, si vous voulez, l'Échappée Belle voulait ouvrir une collection qui allait dans le même sens que ce que je préconise.
Et donc, ils ont ouvert cette collection. Ils voulaient c'est une collection, je me demande si elle ne s'appelle pas Agir ensemble ou quelque chose comme ça. Et donc, ce livre est le livre qui a ouvert cette collection. Bon, l'ouverture de la collection a coïncidé avec la pandémie de la Covid-19, donc ce qui n'a pas aidé grandement l'éditeur, mais en tout cas, c'est un acte complémentaire que j'ai apprécié de faire avec l'Échappée Belle et avec Florence Isaac particulièrement, l'éditrice. Enfin, on voulait savoir, donc, quand on est dans un cas comme le vôtre, s'il arrive de se dire est-ce qu'on en fait trop ou pas assez, ou est-ce qu'on est toujours à la hauteur? Et oui, évidemment, moi, c'est toujours des questions qui traversaient l'esprit. Oui, certaines fois, je me suis demandé, mais au fait, tout ça, tu le fais pourquoi? Est-ce que tu es frappé d'une forme de pathologie, comme d'autres? Qu'est-ce qui t'anime pour aller dans des types d'actions comme cela? Bon, évidemment qu'on s'interroge comme ça. D'autres fois on doute aussi. Moi j'ai beaucoup douté, j'ai connu des échecs. Voilà, c'est la vie ordinaire de tout le monde. Les échecs sont aussi importants que les victoires, mais il faut célébrer les victoires. Et donc, il faut avancer comme ça. Parfois, on peut rencontrer des situations aussi qui font mal, voilà, qui désespèrent même, qui désespèrent devant la difficulté à faire les choses et le résultat modeste que l'on voit en conséquence de ces choses-là. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas une déclaration naïve. Ce que je veux dire, c'est que le possible est toujours atteignable. Et de ce point de vue-là, j'en suis l'exemple. Je me répète, j'ai démarré dans un milieu social pauvre, etc., etc. Simplement, à compter du moment où on change notre regard sur la ligne de départ, on se donne plus ou moins de chances d'arriver quelque part. Moi, j'ai eu des parents qui ont tout investi dans leurs enfants et dans l'éducation. C'est un booster incroyable. C'est un booster incroyable. Ça facilite pas tous les jours, mais c'est un booster incroyable. Donc, moi, ce que je voudrais dire en témoignage à celles et ceux qui naissent avec moins de chances que d'autres ou avec un handicap ou que sais-je encore, c'est que d'abord, il ne faut pas que leur regard soit entièrement occupé par la faiblesse apparente de premier ordre, de première ligne. Parce que peut-être que, et certainement même dans les champs de l'esprit, ils sont sur des sommets qui méritent d'être éclairés, explorés et parcourus. Et donc, c'est ça qui permet d'accéder vers des possibles. Ça ne se fait pas en toute simplicité, mais ça peut se faire. Et ça se fait. Voilà. J'ai pas compris. Bien entendu, Non, je dois faire quoi? Alors, je vous demandais, donnez-nous une bonne raison de lire selon votre dernier ouvrage, Nos paroles façonnent le réel. Ah. Bon. Eh bien, écoutez. Aujourd'hui, où nous sommes dans des sociétés bavardes, très bavardes, mais qui ne disent pas grand-chose, la majorité des contenus dans lesquels nous vivons quotidiennement, sans discontinuer, sont produits par les citoyens. La plupart des contenus sont produits par les citoyens. Ce sont ces contenus qui font le plus l'opinion, qui font le plus la santé de l'inconscient collectif de nos sociétés. Eh bien,
Nos paroles façonnent le réel est un ouvrage qui, je l'espère, en tout cas il est pensé et écrit pour ça, permet aux citoyens de structurer une parole pour que l'état de la société aujourd'hui, la représentation que nous avons de nous-mêmes, et partant de là, la formulation que nous projetons pour, si ce n'est notre avenir, en tout cas l'avenir de nos enfants, soit différente, eh bien, il y a là les clés pour avoir une structuration de parole qui ouvre le champ du possible et non pas le referme, comme aujourd'hui, il semble que nous le refermions un petit peu, du moins dans nos sociétés. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes pour des échanges plus profonds et plus réfléchis. Je n'ai pas bien compris. Donc, dans des échanges plus profonds et plus réfléchis. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire des échanges tristes, hein. Oui, oui. Et alors, juste, est-ce que vous auriez envie d'ajouter autre chose avant de conclure cette interview? Alors, avec l'association Information pour le monde suivant, on développe des ateliers qui s'appellent le Code de l'info. Et ce sont des ateliers en deux niveaux qui sont ouverts à tout le monde. Le premier niveau, c'est fait pour repérer ce qu'est une information de ce qui ne l'est pas parmi les flux de contenu. Voilà, donc acquérir un peu de discernement. Et le deuxième atelier, c'est apprendre à fabriquer soi-même une information utile d'intérêt collectif. Voilà, ce sont 2 ateliers d'1h30 que nous développons justement pour faire émerger une autre façon de parler de nous-mêmes, de parler du monde, de converser entre nous et de construire l'avenir. Et si toutefois je souhaite participer à ces ateliers, quelle est la procédure? La procédure, c'est d'aller sur le site imsprojet.org et là, vous avez dans nos activités la possibilité de dire que vous êtes intéressé par un atelier de cette nature. Et on vous contactera, bien évidemment. Salut. Eh bien, on vous remercie d'avoir pu brillamment nous expliquer ce que vous êtes en train de réaliser avec toutes ces activités. Merci Stélio, moi aussi je vous remercie. Et je vous souhaite une belle vie.